Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vous le savez déjà, on a un séminaire de Émeline François et de Nathan Fayard, donc qui vont nous présenter leur travail sur la calibration, validation des données, alors à la fois radar et lidar de Earthcare. Émeline, Nathan, je vous laisse la parole. Oui, bah super. Bonjour à tous déjà. On va pouvoir commencer par une petite introduction. Emeline, je te laisse Merci Nathan. si ça fonctionne. Ah oui, attends, c'est qu'il faut faire ça. Je pense qu'il faut te mettre là-dessus et là. Ouais, Parfait. super. Donc Earthcare a été mise en orbite fin mai 2024. C'est une collaboration entre l'ESA et la JAXA. Il a pour objectif d'améliorer les modèles climatiques et météorologiques et d'améliorer notre compréhension de la relation entre les aérosols et le nuage et les nuages dans le bilan radiatif de la Terre. Donc dans toute la présentation, on a listé quelques liens qu'on vous enverra à la fin. Et si vous avez besoin de ces liens, on vous enverra les slides. Euh, donc Earthcare, c'est une plateforme multi-instrumentale au bord de laquelle on retrouve quatre instruments, notamment deux instruments de télédétection passive, tels que le radiomètre BBR et l'imageur MSI. Il y a également deux instruments de télédétection actifs, tels que le radar CPR, qui lui fonctionne à 94 GHz et qui a une résolution verticale de 500 mètres, qui est suréchantillonnée à 100 mètres. Sa résolution horizontale est de 100 mètres. Et il a pour sensibilité moins 35 dBz pour la réflexivité et de plus ou moins 10 mètres par seconde pour la vitesse Doppler. Et le LiDAR Athlete fonctionne lui à 355 nanomètres. Il fait de la haute résolution spectrale, ce qui permet de dissocier les signaux associés au Rayleigh et au AMI, donc molécules-particules, et il fait également de la dépolarisation. Donc les données sont actuellement disponibles sur le premier lien que vous avez dans l'encadré en bas, mais actuellement ils sont au niveau de l'ESA, ils sont en train de basculer sur un autre site pour récupérer les données qu'on appelle le portail map. Et donc début 2026, les données seront disponibles sur ce portail. Donc il y a toute une liste de produits disponibles pour tous les instruments de Earthcare. Ici, nous avons résumé les produits que nous allons utiliser dans cette présentation. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser pour Athlete à la classification, à l'extinction, la rétrodiffusion des nuages et des aérosols. Donc ce sont les produits ATC et AEBD. Il y a également pour CPR quatre produits qui nous intéressent, notamment pour la microphysique des nuages, la classification, la réflectivité et la vitesse Doppler. Donc, il y a les produits CLD, TC, FMR et CD. Et lorsque l'on combine certains produits, on obtient des produits synergiques tels que le produit ACTC. Donc, c'est la classification radar-lidar. Et donc c'est vraiment pas une liste exhaustive. Il existe d'autres produits qui existent, notamment des produits synergiques qui combinent les quatre instruments. Et donc, comme il existe toute une série de produits, euh, on a besoin donc de vérifier parfois l'étalonnage et aussi les mesures et les produits qui sont fournis. Donc c'est dans ce cadre que nous, on intervient, dans le cadre de la CalVal, donc de la calibration-validation de ces produits. Et donc Nathan va vous présenter la CalVal Sol, et plus tard, je vous présenterai la CalVal aéroportée. Merci, Emeline. Comme elle vient de le dire, je vais donc vous présenter le travail de Calval qu'on a fait. En comparaison des réflectivités Earthcare avec les réflectivités Sol du réseau Actrice. Donc, tout d'abord, le réseau Actrice est donc cette infrastructure à l'échelle européenne, donc d'observation notamment d'aérosols et de nuages. On a ici donc sur cette carte les sites actrices d'observation de nuages. Donc, vous voyez en fait qu'on a une vingtaine de sites répartis un petit peu partout. Et donc, ça nous donne une très bonne couverture géographique, ainsi donc évidemment que on aura différents types de nuages à observer. Donc ça, c'est un premier aspect d'actrice qui est intéressant. Un autre aspect, c'est que la plupart de ces sites, et même en fait tous ces sites, sont multi-instrumentés, c'est-à-dire que on va avoir en plus des radars, des lidars, des radiomètres micro-ondes, des stations météo, etc. Ça nous intéresse, on en reparlera après, mais pour une chose pour nous, c'est la classification des types de nuages qui nous servira grandement, nous, dans notre étude. Et enfin, au niveau d'actrice, on a le CRES, c'est le Cloud for Remote, Center for Cloud Remote Sensing.
qui notamment a mis en place de manière systématique des procédures de calibration pour les radars au niveau du sol. Donc, les radars qui ont été calibrés actuellement au niveau d'actrice, c'est donc mes ronds sont décalés, mais c'est pas grave. C'est les 4 sites que vous avez ici qui sont actuellement calibrés. Il y a d'autres sites qui sont en cours de calibration. Un autre point intéressant, c'est la mise en place de SOP qui sont compatibles avec la Calvalder-Scare. Et enfin, le centre de données CloudNet qui permet d'avoir un processing central des données ainsi un contrôle qualité automatisé. Et d'ailleurs, si des données de ces sites vous intéressent, vous avez ici les données CloudNet qui sont disponibles pour tout le monde gratuitement. Donc là, on a donc le jeu de données qu'on va utiliser au niveau du sol. Emeline vous a parlé juste avant des données Earthcare. Bon, le problème, en fait, on a une problématique d'observation, c'est que nos radars ici au sol, ils vont observer au zénith. Et donc, il faut qu'on puisse, en fait, comparer les réflectivités du sol avec les réflectivités du satellite, en sachant que le satellite pourrait, si on regarde ses orbites, ne jamais passer pile poil au-dessus d'un site. Ça, c'est la première problématique. L'autre problématique, c'est que même s'il passe, si on veut comparer les réflectivités, déjà, il faut qu'il y ait des nuages. Donc, ça veut dire que même si on avait un passage juste au-dessus d'un site, il faudrait que ce soit un jour où il y a des nuages. Et en plus, bon, comparer un radar au zénith avec un autre radar qui passe au-dessus très très rapidement, ça va être compliqué. Donc la solution pour contrer ce problème qu'on a adopté, c'est de faire des comparaisons statistiques, en fait, des réflectivités sur une certaine période temporelle. C'est quelque chose qui a été déjà fait. En fait, on s'inspire de la méthode qui a été mise au point par Prota. Et donc, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, en fait, dans d'anciens papiers, on a donc ici à droite, vous avez des profils de réflectivité moyens sur une période de 9 mois de données. Donc, on voit des similarités statistiques dans ces profils. La même chose ici sur la figure, c'est à votre droite du coup, sur ici une période de 2 ans et on voit donc un très bon accord des réflectivités entre le sol et le satellite. Donc, ça, c'était avec CloudSat. Nous, évidemment, on va le faire avec ARSCA. Donc, on a repris en fait la sélection de données telle qu'elle est faite par Prota, donc c'est-à-dire que pour les données du satellite, on va sélectionner les données quand le satellite passe dans un rayon de 200 km autour du site. Donc dès qu'il est dans ce rayon-là, on va sélectionner toutes les données qui sont dans ce rayon. Pour le sol, en fait, on va considérer toutes les observations faites par le sol durant toute la période temporelle qu'on va considérer. Néanmoins, il y a un petit autre problème qu'il faut régler, c'est les problèmes d'atténuation dus à l'eau liquide qui vont être dans les nuages. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même géométrie d'observation entre le satellite et le sol. En effet, le satellite, il va voir les nuages du dessus, et le sol, il va voir les nuages depuis le dessous. Et donc, en fait, l'atténuation due aux nuages liquides va être problématique puisque elle va être différente pour le radar dans l'espace et pour le radar au sol. C'est là donc qu'interviennent les classifications dont je vous parlais. Vous avez ici un exemple de classification donc, qui nous provient de CloudNet, donc d'un radar au sol. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va considérer que dès qu'on a des nuages d'eau liquide, on va supprimer ces données de notre jeu de données pour pouvoir faire en fait des comparaisons uniquement de nuages de glace. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va comparer les nuages de glace observés au sol avec les nuages de glace observés par le satellite quand il passe. Donc là, ici, sur cet exemple-là, ça veut dire que vous voyez, tout ce qui est en bleu, c'est de l'eau liquide. Donc, c'est des données qu'on ne considérerait pas, ce que j'ai entouré en rouge ici. Ensuite, une fois qu'on fait ça, une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir donc resampler les données sol pour qu'elles aient la même résolution que les données satellites. On va ensuite pouvoir matcher les sensibilités. Puis, c'est là qu'on a fait le plus gros de notre travail. On va venir, comment on dit, vérifier la comparabilité statistique de nos données. Donc ça, en fait, pour faire ça, je vais vous expliquer un peu après comment on fait ça. Et ensuite, donc, on va pouvoir les comparer, nos données sol avec nos réflectivités satellites. Avant de vous expliquer donc, comment on fait ça, juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les produits d'Earthcare, vous avez ici donc, un exemple
des réflectivités qui viennent du produit CPR, FMR, donc c'est un produit de niveau 2. Là, ici, c'est sur cette fameuse 200 km dont je vous parlais. Donc là, c'est vraiment une coupe dans les données Earthcare. Et vous avez juste en dessous le produit synergétique radar-lidar qui est associé donc à ce premier produit. D'ailleurs, ce qu'on voit, ce qui est intéressant ici, c'est que le bleu, là, ici, là, le bleu en dessous de 1 km, c'est de la pluie. Et donc, ça veut dire qu'en fait, là, dans notre processus, vu qu'on veut uniquement comparer des nuages de glace sans eau liquide, eh bien, toutes ces données-là, en fait, c'est des données qu'on ne va pas utiliser dans notre comparaison. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accumuler sur une période temporelle nos données satellites et nos données depuis le sol. Et voici donc ce qu'on va obtenir. On va obtenir des diagrammes de fréquence de réflectivité par altitude. Donc, à la fois pour le satellite juste au-dessus et pour les données sol juste en dessous. Et donc, en fait, on va venir comparer ces deux diagrammes pour pouvoir déterminer le biais en réflectivité qu'on pourrait avoir entre le satellite et le sol. Alors pour ce faire, en fait, ce qu'on va faire, on a mis en place donc une méthode qui va reposer sur un fit des données. Donc pour chaque bin de hauteur, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la distribution en fréquence des réflectivités et on va venir faire un fit lorenzien dessus. Et ce fit, il va nous permettre d'avoir 4 paramètres. Un premier paramètre qui est lié uniquement au fit, c'est le R carré. Et ensuite, 3 autres paramètres qui sont la largeur de la distribution, l'amplitude de la distribution et le centre de cette distribution. Et en fait, à partir de ces paramètres, on va les utiliser pour pouvoir trier les bins de hauteur qui sont statistiquement comparables et donc ensuite déterminer le biais sur ces bins de hauteur qui sont statistiquement comparables. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un fit? Vous pouvez vous poser la question. On a essayé d'autres méthodes, ça marchait moins bien que celle-ci, donc on est resté là-dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner ces paramètres qu'on va utiliser donc pour déterminer les bins de hauteur qui sont statistiquement comparables, pardon. Donc, vous voyez ici qu'on va d'abord regarder la corrélation entre les centres de nos fits. Je vous montrerai après les profils de centre. Mais donc là, on va regarder la corrélation. S'ils sont bien corrélés, on va considérer qu'ils sont statistiquement comparables. Donc ici, c'est les hauteurs qui sont mises en verte. Le deuxième paramètre qu'on va utiliser, qui est statistique, vous voyez, bon, ici, il ne sert pas à grand-chose sur cet exemple-là. Néanmoins, sur d'autres exemples, il est très utile. C'est en fait une comparaison de la largeur des distributions. Et enfin, le dernier paramètre qu'on va utiliser, qui lui n'est pas vraiment statistique, c'est on va regarder le R carré de nos fits. En effet, vu que là, ici, on a 2 paramètres qui sont statistiques, mais ils dépendent de la manière dont étaient faits les fits. Si les fits sont mauvais, ces paramètres risquent d'être mauvais. Donc, on vient juste vérifier en fait avec le paramètre R carré que les fits ont été correctement faits. Et donc, on va ensuite déterminer que les bins de hauteur sur lesquels on va venir faire notre comparaison statistique sont les bins qui remplissent les 3 critères. Donc, les bins en vert, ça va être ceux que j'ai entourés en rouge ici. Et donc, une fois qu'on a déterminé ces bins de hauteur, eh bien, on va pouvoir venir faire déterminer le biais qu'on peut avoir entre le sol et le satellite. Vous voyez que ici, sur cet exemple, le biais, il est minime. On voit directement les profils. Donc ça, c'est des profils de centre qui proviennent des CFAT que je vous ai montré juste avant. Donc ces profils sont déjà très ressemblants. On va quand même, du coup, avoir ici sur la zone en vert, donc c'est là où on va venir déterminer le biais qu'on pourrait avoir entre le satellite et le sol. Et donc ce biais, en fait, ça va être la moyenne de la différence des centres. Et on va pouvoir du coup aussi avoir une incertitude liée à ce biais, qui est la déviation standard. Et donc, là, ici, sur cet exemple, on détermine un biais à 0,3 dB, donc entre le sol et le satellite, plus ou moins 1,6. Donc là, la différence, elle est vraiment minime sur cet exemple-là. Maintenant, si on applique cette méthode et qu'on la fait pour la globalité des sites que je vous montrais juste avant, donc les sites qui ont été calibrés par Actrice, par le CRES, eh bien voilà ce qu'on obtient. Alors, donc, cette figure, pour vous l'expliquer, vous avez donc le biais qui a été évalué. Chaque point avec sa barre d'incertitude représente un biais qui a été évalué avec l'incertitude qui y est associée. Évidemment, là en bleu, vous avez la zone où on s'attendrait à voir ces points, puisque
Le biais d'Earthcare par rapport à lui-même, ce sera 0. Et l'incertitude des réflectivités Earthcare, on est à plus ou moins 0,5. Et donc, si on regarde sur ce graphique, en fait, comme je vous le disais, cette méthode, on l'utilise donc sur une certaine période temporelle. La période temporelle qui a été utilisée pour cette figure, c'est de juillet l'année dernière à octobre cette année. Et donc, si on regarde les sites qui sont ici, alors en fait, on ne voit pas vraiment la différence avec le projecteur, mais vous voyez j'ai une petite ligne ici, là. Donc, les sites en noir, c'est les sites qui avaient des données sur toute cette période temporelle, donc de 1 an et 3 mois. Et les sites au-dessus, c'est des sites sur lesquels on avait des données avec des trous dedans, ou alors tout simplement qui étaient en fait sur une période temporelle un peu plus petite, mais comprise dans cette grande période temporelle. Et donc, si on regarde le biais moyen de nos sites avec des données sur toute la période, c'est donc les pointillés au milieu. On est à un biais de 0 en moyenne pour ces 4 sites-là. Et si on regarde en considérant les 8 sites, donc, enfin les 8 sites, les 8 radars pardon, qui ont été calibrés par le CRES, eh bien, on est à une moyenne autour de 0,1, 0,2 dB. Donc, en fait, on est complètement dans les incertitudes. Et donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est que nos données sol des radars qui ont été calibrés et les données de Earthcare, eh bien, en fait, on voit la même chose en termes de réflexivité. Pour conclure, donc, là-dessus, donc, mon travail, en fait, a consisté dans l'implémentation d'un algorithme de comparaison de réflectivité qui est compatible à la fois avec le format de données actrices et les données des radars BASTA. Aussi, en termes de satellites, c'est compatible avec les données L1 et L2 de Earthcare, ainsi que les données CloudSat. J'en ai pas du tout parlé, mais en fait, on a mis au point l'algorithme sur ce satellite, avec les données de ce satellite. Comme on l'a vu, on a un très bon accord entre les réflectivités d'Earthcare et les sites calibrés par actrice. Donc, ça veut dire que les deux sont correctement calibrés et donc qu'on a des bons produits, ce qui permettra un bon usage des données derrière. Et je suis en train de travailler sur un article détaillé de cette méthode qui, j'espère, pourra être envoyé avant la fin de l'année. En termes de perspective par rapport à ce travail, comme vous l'avez vu, je vous ai montré uniquement des résultats sur les sites calibrés par le CRES. Cet algorithme en fait est déjà prêt à être appliqué sur tous les sites actrices que je vous ai montré au début. J'ai juste pas eu le temps parce qu'il faut juste récupérer les données puis l'envoyer dans l'algorithme, mais j'ai pas encore eu le temps de faire ça pour tout le réseau actrice. Aussi, autre point intéressant, c'est que on a des campagnes de calibration qui sont en cours, notamment pour les radars qui sont sur le site de Grenade au niveau d'actrice. Et on aura les sites en Roumanie qui seront calibrés en 2026. Et donc, on espère, avec notre algorithme, pouvoir prédire les résultats de ces processus de calibration. Ce serait un autre point intéressant qu'on pourrait avoir avec cet algorithme. Aussi, autre chose, c'est le suivi long terme des données CloudNet. Donc, au niveau de CloudNet, on a déjà, au niveau du CRES, un suivi par dysdromètre de la calibration des radars de CloudNet. Et donc, si on implémente cet algorithme au niveau de CloudNet, on pourrait avoir, en plus de ce suivi par dysdromètre, un suivi avec Earthcare. Alors, vous voyez ici, en fait, c'est juste une figure exemple, hein, pas la peine, je ne vais pas rentrer trop en détail dessus, mais chaque point, en fait, pour chaque point, c'est donc un biais qu'on a déterminé avec son incertitude. Et la couleur du point, c'est juste la période temporelle qu'on a utilisée autour du point pour récolter les données. Donc en bleu, 6 mois, en orange, 9 mois et en vert, 1 an. Donc voilà, ça c'est une autre chose qu'on compte faire avec cet algorithme. Et enfin, on peut aussi regarder la calibration de radars qui ne sont pas dans Actrice, puisqu'on a déjà regardé la calibration des Basta d'Awaka et qu'on est en accord avec les observations et que ça fonctionne bien. Voilà pour moi, je te laisse la suite. Merci Nathan. Donc là, on va passer à la comparaison radar-lidar donc de la plateforme Rally qui était à bord de l'ATR 42 avec donc, les comparaisons avec le lidar Athlid et le radar CPR de Hersker. Donc pour cela, je vais m'appuyer sur des résultats,
des vols de campagnes de mesure. Donc, il y a eu deux campagnes qui ont été réalisées dans le cadre de la Calvados-Care. Il y a eu Maestro qui s'est déroulé au Cap-Vert du 10 août au 10 septembre 2024. C'est une campagne internationale qui s'inscrit dans le projet Orchestra. Et donc, au cours de cette campagne, on a réalisé 24 vols, dont 6 pour la Calval de Hersker. Et donc, tous les vols étaient réalisés au-dessus de la mer. Et à droite, vous avez More Calval, qui est une campagne qui s'est déroulée à Toulouse de mars à avril 2025. C'est une campagne 100% dédiée à la Calval d'Hersker. Et donc, au cours de laquelle on a réalisé 10 vols, dont 6 de jour et 4 de nuit. Et donc, contrairement à Maestro, la plupart des vols ont été réalisés au-dessus de la mer. Il y a eu 2 vols qui ont été faits au-dessus de l'Atlantique et donc de la Méditerranée. Et donc, en amont, on a fait une prévision des orbites et sélectionné celles qui étaient comprises dans un rayon de 300 km autour de l'aéroport. Vous avez ici un résumé donc des conditions échantillonnées au cours des 2 campagnes. Donc pour Maestro, on va avoir essentiellement des comparaisons LIDAR, puisque lors des vols de Calval, on a échantillonné essentiellement des couches d'aérosols, des nuages bas et du ciel clair. Et pour Mort Calval, on a échantillonné, enfin, les instruments échantillonnés des cumulus, des cirrus, des aérosols, ce qui va permettre une synergie radar-lidar, mais aussi avec des mesures in situ au niveau de l'altitude de l'avion, puisqu'on aura échantillonné des cristaux, de la phase mixte et des couches d'eau surfondues. Je vais balayer l'instrumentation de l'ATR. Donc à bord, il y avait donc les 2 radars, le Rasta et le Basta, qui sont des radars Doppler bande W. Donc vous avez Rasta qui se trouvait au sein de l'avion. Rasta, il est équipé de 6 antennes, donc 3 orientées vers le haut, 3 vers le bas, ce qui permet de reconstituer le vent en 3 dimensions. Mais il donne aussi l'information de la réflectivité de la vitesse Doppler. À gauche, vous avez une photo de Rasta dans l'avion. Comparé à ses pairs, Rasta il a une résolution verticale de 60 mètres et une résolution horizontale de 150 mètres après l'intégration des 6 antennes. Et donc à droite, vous avez le Basta qui, lui, est positionné sur le plan droit de l'avion. Il a visé à l'horizontale. Vous avez les antennes qui sont positionnées donc à la place des hublots. En complément, il y a LNG, le lidar qui peut viser soit vers le haut, soit vers le bas. Il fonctionne à 3 longueurs d'onde, donc 355 nanomètres, 532 et 1064 nanomètres. Il peut viser soit vers le haut, soit vers le bas, et il fait de la haute résolution spectrale comme Atlid, donc qui permet de restituer du Rayleigh et du Mi. Et en comparaison, LNG a une résolution verticale de 30 mètres, donc après traitement, et une résolution horizontale de 400 mètres. Donc pour compléter la télédétection, il y a les sondes in situ qui permettent de donner de l'information sur la microphysique qui se trouve en dessous des ailes de l'avion. Vous avez une photographie ici, donc des sondes sous les ailes de l'avion. Et donc, ces sondes vont vont mesurer la concentration, le nombre de particules, mais aussi leur taille. Alors, on va passer à un exemple, donc celui du vol 25 de Maestro. Donc à gauche, vous avez tout le vol qui est représenté. Vous avez l'altitude de l'avion qui est représentée dans la ligne noire. En bas, il s'agit du radar, de la réflectivité radar de Rasta. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, on n'avait pas de conditions propices pour des mesures radar. C'est pourquoi on va faire de la comparaison du radar. Donc en haut, vous avez la rétrodiffusion atténuée à 732 nanomètres, associée à sa classification de LNG. Là, il est en visée basse et en visée haute. L'objectif de la Calval, c'est de faire des intercomparaisons entre Hersker et donc les instruments à bord de l'ATR. Donc l'objectif était d'avoir une portion du transect commun sur l'orbite de Hersker. Ce transect commun est symbolisé par les pointillés ici. Et au milieu, la ligne noire représente les points de rencontre entre Hersker et l'ATR. Donc je vous propose de nous intéresser au transect commun. Donc ici, il s'agit de la rétrodiffusion atténuée à 355 nanomètres de LNG. Cette fois-ci, on est le long de la latitude et la classification associée. Donc, sur ce transect commun, LNG a échantillonné des nuages d'eau liquide à 500 mètres, une couche d'aérosol du niveau de la mer jusqu'à 4,5 km, et au-dessus, on avait du ciel clair. Donc, on n'a pas de nuages ni de particules.
Donc maintenant qu'on connaît les conditions qui ont été échantillonnées, on peut s'intéresser à une comparaison avec Aclide. Ici, vous avez le coefficient de rétrodiffusion des particules à 355 nanomètres pour Aclide et LNG, toujours le long de la latitude. Ce que l'on constate, c'est en faisant de la résolution d'Aclide, on va avoir du mal à comparer ici avec LNG. Donc, ce que l'on va faire, c'est comparer le profil moyen sur cette portion-là entre Aclide et LNG. Et vous avez le profil moyen du coefficient de rétrodiffusion des particules en bleu pour LNG et en noir pour Aclide. Ce que l'on constate, c'est que les profils sont cohérents puisqu'ils se superposent entre eux. Aclide restitue bien à 500 mètres donc les nuages bas et il retrouve également la couche d'aérosol allant de 1 km jusqu'à 4,5 km. Donc ici, on constate qu'on a une bonne restitution de la rétrodiffusion des particules par Aclide comparée à LNG. Donc on a une certaine première vérification de ce produit. Au cours de la CALVAL, on a été amené à avoir différentes versions des produits d'Aclide. Ici, vous avez la version la plus récente, c'est la version BA, mais on a été amené à voir l'évolution des versions. Donc c'est ce que je vais vous montrer ensuite. Ici, vous avez le coefficient d'extinction des particules. Donc plus l'extinction est forte, plus le signal va être atténué. Donc en haut, vous avez Aclide, la version AD, et en bas LNG. Donc je vous propose de regarder directement le profil moyen. Et ce que l'on constate, c'est que contrairement à avant, les deux profils ne se superposent pas. Aclide en noir semble sous-estimer l'extinction en dessous de 3 km et puis semble la surestimer. Mais on constate une certaine cohérence sur la restitution par rapport à LNG. Mais si l'on regarde la version la plus récente, donc la version BA, on constate, on ne voit pas très bien, mais en orange, que le profil d'Aclide s'est rapproché de celui d'LNG. Donc l'extinction d'Aclide a été corrigée et mieux restituée maintenant. Sauf que l'on constate qu'au-delà de 3,5 km, on a une sorte d'oscillation qui apparaît, qui n'était pas là avant. Donc c'est toutes ces remarques-là que l'on va rapporter à l'ESA. C'est lorsque ça fonctionne et lorsque ça fonctionne moins bien. Donc je vais montrer un autre exemple avec la classification. Donc ici, vous avez un produit synergique, le produit ACTC, qu'on a évoqué plus tôt, sauf que comme on l'a vu, c'est qu'on n'a pas de mesure radar. J'ai vérifié avec CPR, sur le transept commun, il n'a rien vu à 15 ou 20 km. Donc ici, c'est comme si on avait la classification d'Aclide uniquement. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit différentes classifications, notamment d'aérosols. Donc on a des poussières, la pollution continentale, des sels marins et de la fumée. On a aussi des nuages de glace qui sont représentés. Mais le problème, c'est qu'avec cette ancienne version, c'est qu'au niveau, dans les 5 premiers kilomètres, bon, je vais regarder en haut, c'est qu'on a des sortes de blocs, on a des sortes de blocs qui apparaissent. Et on a également en rose, ici, le sol qui est indiqué dans les nuages de liquide ainsi qu'à zéro au niveau de la mer. Sauf qu'au Cap-Vert, on survole au-dessus de la mer, donc on n'est pas censé avoir cette classification. Donc, si je vous montre la nouvelle version, on constate que toutes les classifications des différents types d'aérosols sont un peu plus cohérentes avec des sortes de structures qui apparaissent associées à transport de particules mais on a une sorte de régression dans le nuage puisqu'on a des sels marins qui apparaissent dans le nuage de glace à 15 km. Et on pourrait se dire, bon, au pire, c'est ponctuel, c'est pas très grave, sauf que c'est quelque chose que l'on constate également sur un autre exemple. Vous avez le voile 31, où on voit que le sel marin recouvre presque tout le nuage de glace. Et on pourrait se demander, bon, pourquoi est-ce que ça arrive? Eh bien, Aclide, dans sa classification, lorsque l'on se trouve uniquement en présence d'aérosols, il va définir 4 types d'aérosols qu'il va classer et qui sont définis selon leurs propriétés microphysiques, telles que la taille, la forme et leur indice de réfraction, qu'on va mettre dans des modèles de diffusion. Et ils sont également définis selon leurs propriétés optiques et radiatives qui sont mesurées par les instruments de Hersker. Donc, il y a Aclide, MSI et BDR. Donc, on a donc le rapport LIDAR, l'extinction et l'explosion de Böckström. Donc, toutes ces... en partant de cela,
comme on a plusieurs instruments qui fournissent des informations pour la classification des aérosols, on va avoir besoin d'uniformiser euh, ces informations. Donc, on va utiliser un modèle commun à tous les produits de Hersker. Et on a notamment le modèle ETHAC, qui est un modèle hybride, puisqu'il va euh, combiner de la formation de modèles associée à des mesures directes de Hersker. Donc, il va d'abord boucler en partant des propriétés microphysiques à laquelle on injecte donc, un modèle d'aérosol. Il va retourner et restituer des propriétés radiatives, mais entre-temps, il va également, via l'injection de mesures de Hersker, donc de Hatfield et de MSI, il va retourner aux propriétés radiatives et donc parcourir le chemin inverse. Et donc en partant sur cette base, euh, il y a des gaussiennes de D qui ont été définies, qui sont réparties dans le rapport de dépolarisation et le rapport LIDAR. Donc, vous avez une gaussienne de D qui est représentée pour chaque classe d'aérosol. Ici, c'est d'autres classes de poussière et de smoke. Et chaque gaussienne sont positionnées selon leur corrélation entre le rapport LIDAR et la dépolarisation et leur largeur. Et ce que l'on constate, c'est que tous ces types d'aérosols sont positionnés au même endroit dans le graphique et vont se superposer. Et il a été décidé d'ajouter également de la glace dans la détection, dans la classification des aérosols, parce que la glace, euh, selon la corrélation entre la dépolarisation et le rapport LIDAR, se trouve à part. On voit que la gaussienne ne se superpose pas aux aérosols. Donc la glace a été ajoutée dans la classification. Sauf que ce que l'on constate, c'est que la glace et les sels marins ont le rapport LIDAR en commun, donc 20 stéradians environ. Le rapport LIDAR, ça donne l'information sur la nature des particules qu'on va retrouver dans l'atmosphère. Et donc, je vous propose de regarder une comparaison donc, avec Hersker et de savoir qu'est-ce qui a été retrouvé sur le transect commun. Donc, le rapport LIDAR, c'est l'extinction sur la rétrodiffusion. On a une ancienne version juste en haut, on voit que comme avant, l'extinction, c'est pas terrible, mais sur la nouvelle version, on commence à avoir des couches qui apparaissent et qui semblent être en commun par rapport à LNG. Donc, en bas, une couche bleue donc de 20 stéradians en lien avec les sels marins qu'on retrouve là-bas. On a une couche orange d'environ 60 stéradians que l'on retrouve ici, qui est assez comparable avec les couches qu'on va avoir pour LNG. On va regarder ce qui se passe au niveau du profil moyen, comme tout à l'heure. Donc, comme tout à l'heure, on retrouve en orange et en bleu la superposition du rapport LIDAR, donc la restitution est correcte, elle est cohérente dans le premier kilomètre. On voit cependant que Hatfield restitue un rapport LIDAR qui est différent de celui de LNG, mais il n'est pas si incohérent que ça, puisqu'on se trouve autour de 60 stéradians. Et 60 stéradians, c'est l'ordre de grandeur de la Saharan Air Layer, une onde d'est qui rapporte des poussières depuis le Sahara. Et on sait que nous, on l'a échantillonné au cours des vols au Cap-Vert, donc ce n'est pas incohérent de retrouver ça. Ce qui est un peu plus incohérent, c'est cette oscillation entre 20 et 90 stéradians que l'on retrouve, puisque, en fait, lorsque l'on regarde ici, on constate qu'on retrouve cette ligne bleue à 4 km d'altitude. Or, quand on regarde la classification, on retrouve de nouveau des sels marins qui ont été indiqués à 4 km. Donc, on pourrait supposer que la méthode dont sont classés les aérosols est liée au rapport LIDAR, qui a peut-être une sorte de confusion dans le modèle. Donc, c'est toutes ces choses que l'on remonte et qui pourraient peut-être expliquer pourquoi on retrouve du sel marin dans les nuages de glace. Bon, c'est une hypothèse. Et enfin, je vais passer à un exemple de Morcal-Val. Donc, je vais m'appuyer sur le vol 8, qui est notre golden case, puisque au cours de ce vol, l'avion a traversé un nuage, a traversé le même nuage à différentes altitudes. C'est le nuage que vous avez ici, on a l'altitude de l'avion. Et en fait, ici, ce que vous avez ici, c'est la réflectivité radar. Et en fait, l'avion a traversé plusieurs fois ce nuage, puisqu'on a suivi ce nuage en appliquant notre stratégie d'échantillonnage en ZM. On a réalisé d'abord notre transect commun avec Hersker, puis ensuite on a dérivé le long du vent et réalisé des legs par la suite. Vous avez ici le transect commun entre Rasta et CPR. Il s'agit de la réflectivité, donc toujours le long de la latitude, avec à 6 km l'altitude de l'avion. On a toujours le meeting point ici, qui est représenté. Et ce que l'on constate, c'est qu'on a une scène nuageuse qui est plutôt homogène.
les deux radars semblent restituer la même scène, à savoir que Rasta a été regrillé sur la grille de CPR pour permettre la comparaison. Et donc à droite, vous avez le profil au niveau du meeting point. On constate la superposition des deux profils, donc Rasta en bleu et CPR en orange. Donc depuis 7 km jusqu'à 5 km, les profils se superposent, puis on commence à avoir un certain décalage entre les profils qui peut s'expliquer en raison de la limite de détection de la base du nuage. Et donc, on a pu vérifier la colocalisation des mesures avec le scatter plot à gauche qui regroupe la réflectivité de raster en fonction de CPR. Donc, les mesures sont bien colocalisées. On constate cependant euh, une certaine dispersion en limite de détection. On a également vérifié l'étalonnage de CPR, puisque ici, on a la distribution de la différence des réflectivités entre Rasta et CPR. On retrouve une gaussienne centrée à 0,42 dB, ce qui est inférieur à cette différence moyenne entre les deux instruments est inférieure à la précision d'étalonnage du Rasta qui est de 1 dBz. Donc c'est quelque chose qui est assez satisfaisant. On a fait également la même chose pour la vitesse Doppler. Donc en haut, de nouveau, vous avez toujours Rasta et en bas CPR. On a l'impression qu'on a un peu plus, qu'on a des variabilités entre les restitutions des deux instruments, mais lorsque l'on regarde la gaussienne, lorsque l'on regarde la distribution des différences des vitesses Doppler, on retrouve de nouveau une gaussienne qui, elle, est centrée à 5,5 cm par seconde, ce qui est également satisfaisant, sachant que la précision de la vitesse Doppler annoncée était à 1 mètre par seconde, mais qui est en réalité plus basse. Et enfin, je vous propose ici une comparaison de la microphysique. Il s'agit ici de la restitution de contenu en glace par Rasta et CPR. Donc l'IWC est restitué à partir des mesures de réflectivité. On a d'abord une certaine cohérence entre Rasta et CPR, mais on note des pics qui apparaissent sur la restitution de CPR. Donc ce que l'on peut faire, c'est comparer l'IWC restituée par CPR à celle de Rasta, mais aussi à celle des sondes in situ qu'on avait sous les ailes de l'avion. On va comparer l'IWC à l'altitude de l'avion. Donc pour cela, on va utiliser Rasta CPR et les sondes in situ. Donc c'est ce que vous avez à droite. En orange, l'IWC de CPR. En bleu, celle de Rasta. Et rouge et vert, c'est la restitution de l'IWC par les sondes in situ. Ce qui va différencier, c'est la loi de masse utilisée. Donc en rouge, c'est la Baker de Lawson et en vert, c'est la Hensfield. Ce que l'on constate, c'est que en bleu, Rasta va se rapprocher de la restitution de l'IWC par Hensfield, surtout le transect à l'altitude de l'avion, et que CPR va également faire la même chose en orange. Cependant, on va avoir quelques sous-estimations et quelques surestimations pour ce produit-là. Donc ici, il s'agit de la version la plus récente disponible au public, mais actuellement, ils sont en train de travailler sur une nouvelle version auquel j'ai pu avoir accès, qui est la version BB, que vous avez en bas. Et ce que l'on constate, c'est que donc, le pic qu'on voyait ici a été remis, on va dire que ça a été corrigé à cet endroit-là. Et on constate également la correction, cette amélioration ici, puisque la différence qu'on avait ici sur l'IWC a été corrigée. Donc l'IWC a été relevé et ici le pic a été corrigé également. Donc pour terminer, on a 16 vols de données pour la calvale de Hursker. On a échantillonné différentes conditions, et également de jour et de nuit. Concernant Atli, on a pu vérifier la restitution de l'extinction du rapport LIDAR, mais aussi de la classification. Donc on a constaté l'amélioration de la restitution, mais aussi quelques incohérences. Et concernant CPR, on a également pu vérifier la restitution de la vitesse Doppler, de la réflectivité. On a également pu vérifier en tout cas l'étalonnage, et on a pu montrer également l'amélioration de l'IWC. Pour conclure, de manière générale cette présentation, tout d'abord par rapport à Hursker, les opérations se déroulent comme prévu au niveau de l'Agence spatiale européenne, avec notamment une espérance de vie qui était prévue à 3 ans.
Aujourd'hui, elle a été réévaluée et l'espérance de vie prévue est de 10 ans. Donc, on va pouvoir avoir des données pendant longtemps, normalement, si tout continue à se passer correctement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense, ce qu'on a montré, et d'ailleurs ce que montrent aussi les autres équipes de Calval, c'est que les produits sont fonctionnels, sont utilisables aussi pour faire de la science. Même s'il y a encore des améliorations à faire, comme notamment l'a montré Emeline, globalement, ces produits sont bons. Aussi, si vous voulez plus d'informations sur les applications scientifiques qui sont déjà, les travaux qui sont déjà en cours, on vous encourage à aller regarder. Donc, on nous a mis 3 liens en fait vers les différents workshops d'Earthcare. Alors, les 2 premiers ont déjà eu lieu. Le troisième, ce sera un workshop qui aura lieu d'ici 3 semaines au Japon. Et donc là, sur ces sites, en fait, vous pouvez avoir accès donc à toutes les présentations qui ont été faites, à tous les posters qui ont été faits. Voilà, si ça vous intéresse d'aller regarder ce qui se fait déjà avec les données Earthcare, il y a des choses assez impressionnantes. Et enfin, si vous voulez accéder aux données Earthcare, comme on vous l'a dit, elles sont déjà gratuites et accessibles. Si vous avez besoin d'aide pour y accéder ou les utiliser, ou si vous avez des questions par rapport à Earthcare, etc., n'hésitez pas à nous contacter. On vous a laissé donc nos 2 mails ici. Et donc, nous vous remercions pour votre attention.